ici, là? Imaginez qu'un beau jour, quelqu'un vienne frapper à votre porte pour vous annoncer que vous héritez de la fortune d'un vieil oncle que vous n'avez pas connu. C'est ce qui arrive chaque année à près de 150 000 personnes en France. Des dossiers de succession en déshérence sont confiés à des généalogistes successoraux. Ces chasseurs d'héritiers, comme on les appelle, fouillent, enquêtent, parcourent le monde à la recherche d'un nom, d'un indice. Mais cette profession, qui est assez peu connue, est aussi un peu pointée du doigt. Peu de réglementation, pratiques parfois abusives, manque de transparence. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Qui mandate les chasseurs d'héritiers? Comment se déroulent les enquêtes? On va poser plein de questions à nos invités. Avec l'homme qui va faire rêver tout le monde aujourd'hui, Damien Gérard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes généalogiste successoral depuis 20 ans pour la maison Couteau-Rerig, le plus gros cabinet de généalogistes successoraux. Et vous êtes donc basé au Mans. On rêve tous d'avoir un de vos coups de fil un jour. C'est vrai que ça fait plaisir en général. C'est une qui s'annonce. Ouais, Voilà. Et puis à vos côtés, Nathalie Coussi-Gossuas revient de vous voir. Bonjour Nathalie. Bonjour Vous êtes notaire à Paris et auteur de L'Héritage pour les nuls. Oui, c'est aux éditions First. D'abord, première question, quelle est la différence entre un généalogiste familial et un généalogiste successoral? Alors, tous les deux sont des professionnels. Le généalogiste familial va travailler pour des particuliers. Il va les aider à retrouver leurs ancêtres, à échafauder l'arbre généalogique. C'est un historien. Le généalogiste successoral, lui, ne va pas rechercher vos ancêtres de bonne ou mauvaise aloi. Il va intervenir dans le cadre d'une succession. Parfois, il y a des personnes qui décèdent, qui n'ont pas fait de testament et dont on ne connaît pas les héritiers. Donc, c'est un professionnel qui va intervenir. Il va partir à la chasse aux héritiers pour pouvoir régler la succession. Il y a beaucoup de cabinets comme le vôtre qui existent? Alors, il y a à peu près 120 cabinets, sachant que 3 cabinets font à peu près 80% de l'activité. D'accord. Donc, dans un cabinet comme le nôtre, on est déjà 300, on a une petite armée pour partir à la recherche des Ça veut dire que les besoins sont quand même très importants. C'est à peu près chaque année 15 000 successions sur les 600 000 décès qui se déroulent en France, qui interviennent en France. Lorsqu'un notaire se retrouve donc sans information après un décès, il peut faire appel à ses chasseurs d'héritiers. Pour chaque dossier, ces généalogistes spécialisés mènent une enquête, remontent le temps. L'objectif, c'est de vérifier l'identité des héritiers potentiels, parfois en découvrir alors qu'ils étaient inconnus des défunts. C'est ce que vous allez voir dans le reportage signé Julien Percheron et Geoffrey Larosa. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de boire un café chez vous, quand soudain le téléphone sonne. Au bout du fil, un généalogiste qui vous explique que vous allez toucher un héritage. Un membre de votre famille, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, est décédé. Cela paraît incroyable et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Serge Lequéot il y a 7 mois. La personne dont je vais hériter, c'est le fils d'une cousine à mon père. Cette cousine vivait à Quimper. Elle a eu un enfant d'un soldat allemand. Et à l'époque, mon père qui précédemment à la guerre s'entendait bien avec sa cousine, donc lui s'est engagé dans la résistance. Donc il y a eu une fracture dans la famille. Résultat, Serge n'a jamais eu connaissance de l'existence du fils de cette cousine. Après la surprise de l'annonce de cet héritage, Serge va en avoir une deuxième, et cette fois moins bonne. Pour en savoir plus sur cette succession mystère, le cabinet de généalogie va imposer ses conditions. On lui demande de signer un contrat dit de révélation. Un document qui fixe, entre autres, le montant des honoraires perçus par le généalogiste, de 15% et jusqu'à 48% sur la part nette qui revient à l'héritier. Ils ont proposé un contrat qui proposait que le prélèvement sur la succession serait de 48%, ce que j'ai contesté. Ils ont fini par accepter 33%. Ensuite, j'aurais demandé qu'ils m'indiquent le nom du notaire, ce qu'ils n'ont toujours pas fait, 7 mois après. Ensuite, j'aurais demandé quel était l'actif ou le passif de la succession. Ils m'ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Si Serge Lequéot considère que les généalogistes doivent être payés pour leur enquête, c'est surtout l'opacité de ce cabinet qui le dérange. Mais pour cette étude notariale qui a l'habitude de faire appel à des généalogistes dans ce genre d'affaires, ces pratiques sont considérées comme normales. Il faut rappeler que l'héritier n'avait pas conscience qu'il était héritier. Le généalogiste ne va pas révéler tout de suite le nom du notaire, puisqu'il faut au préalable que ce contrat de révélation soit signé. Et pour cause, c'est sa seule manière de se rémunérer. Sans ce fameux contrat de révélation, les héritiers pourraient aller voir directement le notaire et ainsi court-circuiter le généalogiste qui a fait les recherches. Mais en signant un tel contrat, qu'est-ce que cela implique pour l'héritier ?
L'héritier qui signe un contrat de révélation peut se rétracter, mais une fois qu'il a passé le délai de rétractation, eh bien, il a donné dans ce contrat un pouvoir au généalogiste de le représenter, d'encaisser les fonds, en fait d'être temporairement l'héritier à sa place vis-à-vis du notaire. Ce contrat de révélation va aussi déterminer la manière de rémunérer le généalogiste dès la signature du contrat. Il n'existe d'ailleurs pas de réglementation tarifaire. Chaque cabinet de généalogie est libre de fixer le pourcentage de ce qu'il prendra sur la part nette de l'héritier. Mais les notaires ayant également l'obligation de faire eux-mêmes certaines recherches, dans quel cas font-ils appel à des généalogistes ? Pour déterminer les héritiers, le notaire va faire des recherches souvent locales. On va faire appel déjà au livret de famille, au voisinage, au témoignage. Le notaire n'est pas toujours sûr des héritiers qu'il a trouvés, donc il va demander au généalogiste d'aller confirmer que l'hérédité trouvée est la bonne. Et puis parfois, les défunts ne connaissaient pas leurs héritiers ou parfois ils se sont fâchés. Donc dans ces cas-là, le généalogiste va avoir la charge, la mission d'aller trouver les héritiers. Retrouver des héritiers, c'est l'une des missions de ce cabinet de généalogie situé à Lille. Une fois mandaté par un notaire, une obligation pour pouvoir lancer les recherches, les généalogistes se mettent au travail. Aujourd'hui par exemple, Thomas Guiquel a du nouveau sur une enquête qu'il a commencée il y a plusieurs années. Vous vous souvenez, on avait évoqué le cas d'une personne qui était décédée à l'hôpital de Tulle. Un défunt qui laisse un seul frère connu, c'est le point de départ de cette enquête. L'objectif, s'assurer qu'il y a bien un seul héritier. On a accordé beaucoup d'importance au témoignage du frère du défunt qui nous a permis de recueillir beaucoup d'informations sur le parcours de vie de la mère, puisqu'on sait qu'ils sont nés à Paris, qu'ils y ont été abandonnés. On a consulté les archives de l'assistance publique et ensuite on a essayé, en fonction des actes qu'on consultait et des coordonnées de résidence de la mère disponibles dans les archives de l'assistance publique, de retracer le parcours de vie de la mère du défunt. Un travail de fourmi que Thomas a confié à Mathieu, un autre généalogiste du cabinet. Et pour accéder aux archives, il faut montrer patte blanche. Bonjour, je suis généalogiste professionnel et j'aimerais consulter l'état civil de la commune. C'est ma carte. En fouillant dans les archives des différentes mairies et départements, Mathieu va faire une découverte surprenante. Le défunt n'avait pas un seul frère, mais pas moins de 10 frères et sœurs, sans même le savoir. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Il doit encore vérifier si parmi ces 10 frères et sœurs identifiés, certains ont eu des enfants qui pourraient être des héritiers. Ici, présentement, nous sommes dans l'étude de la postérité d'une des sœurs. Je viens de consulter les registres de naissance entre ses 17 ans et son décès en 2003. Et donc, ça vient confirmer l'enquête. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé d'enfant issu d'elle. Une fois les preuves assemblées, le généalogiste va constituer un arbre généalogique. Et au départ, cela ressemble un peu à une partition de musique. On va pouvoir relier les membres de l'arbre généalogique entre eux. Les codes qui sont utilisés sur le tableau généalogique sont les mêmes pour l'ensemble des généalogistes, ce qui va nous permettre de faire voyager le dossier entre généalogistes ou entre les différents services. Ces rouleaux, lorsqu'ils sont complets, peuvent faire jusqu'à une dizaine de mètres. Ils sont ensuite remis au notaire pour régler la succession. Une durée très variable de recherche qui détermine aussi la rentabilité d'une enquête comme celle que nous avons suivie. On a mis plusieurs années à identifier une dizaine de frères et sœurs et pour lequel les investigations ne sont pas terminées. L'actif étant très modeste, on ne sera vraisemblablement pas rentable. Ce n'est pas le cas de tous les dossiers. Il y a certains dossiers qui sont plus rentables parce que les recherches prennent moins de temps et que le montant de la succession est plus important. Quoi qu'il en soit, les héritiers ne peuvent que toucher du bénéfice. Ils ne pourront jamais hériter de dettes ou encore avoir à rembourser les frais engagés par les généalogistes. C'est vrai ça, les héritiers, ils peuvent jamais hériter de dettes? Jamais. C'est impossible. Jamais. Au pire, ils ne touchent rien, mais ils n'auront jamais la mauvaise surprise de devoir payer un passif. D'accord, ça c'est plutôt rassurant. Nathalie Cousigoutsuas, on l'a vu dans le reportage, c'est le notaire qui mandate le généalogiste successoral. Est-ce qu'ils peuvent s'autosaisir d'un dossier? Alors non, justement, parce que la loi essaye de réglementer cette partie de la saisine, c'est-à-dire que c'est l'article 36 de la loi de 2006 qui oblige le généalogiste pour agir à avoir un mandat donné par une personne qui a intérêt à la révélation de la vérité, donc comme un notaire, un créancier, un maire de la commune par exemple, qui voit que l'immeuble s'écroule. Donc les généalogistes successoraux, et non pas familiaux, on vous a donné la différence, doivent avoir un mandat. Pas de mandat, pas d'argent.
Et Pas en général, d'enquête. vous faites appel à eux parce que quoi, il n'y a pas de testament? Alors, il n'y a pas de testament, surtout Thomas, et puis on a un doute sur ce qu'on appelle la dévolution successorale, parce que le Code civil, il est très clair. En fait, quand il n'y a pas de testament, eh ben, il donne en fait des formules pour savoir quels sont les héritiers. Alors d'abord, c'est les descendants. Les enfants. Les enfants, donc là, quand il y a des enfants, c'est, j'ai envie de dire, relativement simple. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand il n'y a pas d'enfants, pas de frères et sœurs, Eh oui. pas de parents, et qu'on se retrouve dans les cousins, par exemple, ce qu'on appelle les collatéraux ordinaires ou les ascendants ordinaires. Parce que là, il faut aller rechercher les auteurs communs. Le Code civil instaure ce qui s'appelle une division entre les branches. Ça paraît un peu complexe, mais ça suppose qu'il faut rechercher à la fois les représentants de la ligne paternelle et maternelle, donc on peut aisément se tromper et surtout les recherches sont très longues. Donc il faut être sûr de ne oublier personne. Et c'est souvent dans ces cas, il n'y a pas de testament et succession éloignée où on a besoin justement de l'expertise de généalogiste. Mais parfois, il y a aussi des héritiers. Mais vous mandatez quand même un généalogiste. Mais oui, Maya, Pourquoi? parce que vous pouvez avoir un héritier, mais on n'est pas sûr d'avoir tous les héritiers. Imaginez qu'une personne vienne vous voir en disant « Ma cousine Hortense est décédée, je suis sa cousine Germaine ». Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres héritiers? C'est pas parce que quelqu'un se présente qu'il n'y a pas d'autres héritiers. Eh oui, bien sûr. Là, la succession, elle est bloquée si on n'a pas Mais bien tous sûr, les héritiers du mais même évidemment, ordre. Mais bien sûr, Ouais. puis surtout, si on en oublie, eh ben, c'est pas juste. On aura faut pas. mal... il faut pas, parce que quelqu'un Si vous aura en été oubliez, il spolié a de quelque ses chose à dire droits. après Oui. 10 ans après, 5 ans après Alors, pas 10 ans, parce que la prescription, c'est 10 ans maintenant. C'est-à-dire que au bout de 10 ans, c'est fini, j'ai envie Et de ça veut dire. dire, On Damien a Gérard, tous que exercé c'est un des travail dossiers de comme ça. fourmi Ouais. qui doit vous prendre parfois des mois ou des années avant de C'est un retrouver. travail qui est très méticuleux et qui prend du temps parce que on doit se déplacer dans le temps. On remonte sur des périodes qui sont anciennes. Ça nous arrive régulièrement d'aller nous promener au milieu du 19e siècle. Mais aussi aujourd'hui, on va se promener dans l'espace. Autrefois, tout le monde vivait Ah oui. au même endroit, enfin naissait, se mariait et décédait au même endroit. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les familles sont éclatées. Et ce n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des enfants, des parents qui vivent loin du lieu de naissance et parfois même à l'étranger. Donc nous, nos enquêtes nous emmènent parfois très loin. Et elles peuvent durer combien de temps? Alors, une enquête, c'est à peu près 6 mois, 1 an, en En moyenne. c'est ça. Mais parfois, vous avez des dossiers qui nous emmènent sur des périodes beaucoup plus longues. Ouais. Et Sans garantie pour vous. Alors, on va parler du cadre et de la rémunération, mais sans garantie pour vous qui est... sans aucune garantie d'aboutir. C'est C'est un ça. petit peu comme une chasse au trésor. Il y a des chasseurs de trésors, mais ils ne reviennent pas chaque fois avec le Ouais. trésor. Ouais. Il y a toujours un suspense. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Beaucoup de questions de téléspectateurs qui sont très intrigués par votre métier, notamment Jean-Pierre qui nous dit les chasseurs d'héritiers font ce qu'ils veulent, rien n'est réglementé. À quand un vrai cadre légal? Est-ce qu'il y a un cadre légal? Alors déjà, je vais le préciser, comme tout citoyen et tout professionnel, on est soumis au droit commun. Il y a un code civil, avec notamment un droit des contrats. On est soumis au respect du droit des contrats. Il y a un droit de la consommation, on respecte Mais le droit vous de la avez une consommation. carte professionnelle, par exemple? On a une carte professionnelle qui est distribuée par Généalogistes de France, qui encadre la profession. Donc elle en distribue 650 par an. Et même avec cette carte, il y a un contrôle, puisque c'est le ministère de la Culture, après vérification du parquet de Paris, qui va donner l'autorisation individuellement pour aller chercher les renseignements dont on a besoin à l'état civil. Mais qu'est-ce que vous répondez quand même à ces gens qui disent que ça manque de transparence, cette profession, qu'elle n'est pas assez réglementée? Vous êtes Alors- d'accord avec ça, malgré tout? Alors, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, notre profession Au a fait niveau- des efforts Au niveau par des honoraires, rapport, notamment. par rapport à nos honoraires. Il faut savoir qu'il y a très peu de professions tarifées. Vous connaissez les médecins, les notaires, mais Notaire, la on est plupart tarifé. des professions commerciales, notamment, ne sont libre. pas réglementées. Ou juridique, les avocats ne le sont pas. Oh, bah, on le sait Oui, bien, bien oui. sûr. Exactement. Bien sûr. Après, il y a une Bien économie heureusement. qui s'est dégagée, et les taux pratiqués par tous les cabinets sont à peu près tous les mêmes. Et à ceux qui nous critiquent, je les invite à regarder Infographe. Il y a les rentabilités de toutes les sociétés, puisque les comptes sont publiés. Ils verront que ce pas des professions qui sont forcément toujours très rentables. Bon, et alors une fois que le mandat vous est confié, l'enquête, elle va démarrer comment? Vous allez avoir accès à quel type de documents? Est-ce que vous serez les seuls à y avoir accès? Alors, comment commence une enquête? Bon, on a un indice qui va être l'état civil du défunt. Mhm. Son nom, son prénom, sa date de naissance. Et à partir de là, on va tirer sur le fil de l'état civil, qui est notre endroit de prédilection. On va travailler avec les actes de naissance, de mariage, de décès, avec des sources complémentaires, et notamment avec des sources privées. Par exemple, le cabinet que je représente, on a de très grosses bases numériques qui reprennent toutes les recherches qu'on a Auquel moi, je effectuées. n'ai pas accès, par exemple. Exactement. Alors, Quelque chose qui vous appartient. ça nous appartient. Il faut savoir que d'une manière générale, l'état civil de moins de 75 ans n'est pas accessible aux particuliers, pour le respect de la vie de chacun. D'accord. Donc, vous avez accès, vous, à ces bases de données, Exactement. et ça vous permet, comme ça, de tirer le fil et de dérouler petit à petit la pelote. Et petit à petit, on va remonter, puis on va redescendre jusqu'à arriver
aux fruits de l'arbre que sont les héritiers. Victor nous dit c'est un peu comme une chasse au trésor, fouiner dans les archives nationales. Quel métier fabuleux ça doit être. C'est vrai qu'il y a ce rapprochement aussi un peu avec les détectives privés. Vous le ressentez un peu comme ça, votre métier? C'est un peu ça. On est quelque part des détectives spécialisés. On est aussi d'ailleurs enquêteurs privés, puisque une fois qu'on a identifié les héritiers, il faut les localiser. Donc, par exemple, on est déclaré à la préfecture de police de Paris comme enquêteur privé. Mais ça veut dire que vous pouvez aller enquêter à l'étranger Notamment, vous avez des parce que relais sur place? Je l'évoquais aujourd'hui, par exemple, en France, il y a eu un brassage de population. Il y a des gens qui sont venus travailler ces dernières décennies et qui aujourd'hui viennent décéder. Parfois, moi, je peux aller me promener en Algérie, Ah d'accord, en vous Pologne. allez vraiment, parce que vous nous disiez ça peut être à l'étranger, mais vous allez vraiment sur Et place. puis vous avez des Exactement. fixeurs aussi sur place. Vous Oui, nous parce expliquer ça? Il faut comprendre qu'un Français qui arrive dans des archives à l'étranger, il n'est pas forcément bien accueilli. Je suis allé il y a quelques temps au Vietnam. Imaginez dans un pays communiste, un Français qui demande je souhaiterais accéder à votre état civil. Bon, on va nous regarder un petit peu. Ouais. Alors, dans ces situations, on a des sortes de fixeurs sur place qui, en amont, vont préparer notre travail. Qu'il faut rémunérer. Qu'il faut rémunérer aussi. Bien sûr. Chaque pays a ses particularités, ses façons de fonctionner. Et on avance petit à petit. Juste Nathalie Cousougou-Suez, est-ce qu'il y a une limite au lien de parenté quand même, au-delà de laquelle en France, on on peut plus n'hérite chercher? pas au-delà du 6e degré. Alors bien sûr, quand il n'y a pas de testament. C'est-à-dire qu'au-delà du 6e degré, mais c'est quand même assez large, et on n'hérite pas. Ouais. Effectivement, après, c'est l'État qui hérite, mais c'est très rare. Moi, je n'ai vu aucune succession appréhendée par l'État, sauf lorsque personne ne la réclamait. Normalement, on retrouve toujours les héritiers. Ou alors, la personne, sachant qu'elle n'a pas d'héritier direct, aura fait un testament. Oui. Alors, nous, ça nous arrive quand même de découvrir que des personnes n'ont pas d'héritier avant le 6e. C'est-à-dire qu'on va retrouver des héritiers au 7e, au 8e degré. Et dans ce cas-là, on prévient l'État. Ah, donc Il y a ça un- leur l'État qui revient récupère l'argent. Exactement. Ça revient qui va à l'État. récupérer 100% du patrimoine. Quand bien même on a trouvé au 7e Ben oui. ou 8e. Exactement. Oui, puisque Non, c'est la famille est limite. trop éloignée. Très agréable pour l'héritier. en Ouais, c'est question, ça. hein. Mais on le prévient quand même. Oui. C'est loin le 6e degré pour se rendre compte. Oui. C'est quand on a un arrière-grand-père commun. Alors Voilà. vous vous rendez compte, tous les Oui, cousins, c'est vous ça. avez des descendants, des oui. Ouais, des ça va enfants, loin. des Les arrière-petits cousins. Et ces arrière-grands-pères ont pu avoir eux-mêmes plusieurs unions. Bien Donc sûr. ces gens-là ont Les fait aussi enfants plusieurs aussi. souches. Donc c'est très complexe. On en vient à la question qu'on a commencé à aborder. C'est Élise qui vous la pose. Quelle est la commission des généalogistes successoraux? Comment Alors, ça se passe pour votre Pour être rémunération? transparent, on va parler en chiffres. Il y a à peu près 1 milliard d'euros qui reviennent par l'intermédiaire des généalogistes aux particuliers. C'est le montant total des successions. Sur ce milliard, il y en a 500 millions qui sont appréhendés par l'État. C'est les impôts, le droit de succession. 350 millions reviennent aux héritiers et entre 100 et 150 millions aux généalogistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rémunération moyenne du généalogiste, elle est entre 10 et 15% des Dans le actifs reportage, transmis. on parlait même de 48%. Alors justement, pour l'expliquer, il faut savoir de quoi on parle. Il faut parler de l'assiette de la rémunération. Quand on parle de 40%, c'est lorsqu'on prend l'actif successoral après avoir déduit le montant des impôts qui sont parfois jusqu'à 60%. Et là, ça va faire 40%. Mais si on prend la maison et on regarde ce qu'a pris le généalogiste, c'est à peu près entre 10 et 15% de la maison. C'est la réalité de notre métier. Et est-ce qu'il s'ajoute à ça des commissions? Non. D'accord. Et sachant que c'est notre rémunération, quand on parle de 40%, c'est aussi après déduction des frais de règlement de la succession, notamment des frais de notaire. Et est-ce que si vous venez me voir en disant qu'il y a un héritage pour moi, est-ce que je peux négocier avec vous cette commission? Comment Tout ça à se fait. passe? Comme tout honoraire, il y a une libre négociation entre l'héritier et le généalogiste. Je peux même refuser? Tout à fait. Vous avez la possibilité légalement de renoncer à un héritage, donc il y a un formalisme. On va faire une déclaration pour vous faire Vous renoncer. dites à l'héritier combien il va gagner quand vous arrivez vers lui? Non, on est toujours, Monsieur, il y a 1 million d'euros. on est Négocions. on est toujours prudent parce que tant qu'on n'a pas Il la peut se dévolution, déminer. Ouais. il y a des éléments sur le patrimoine qui nous sont inconnus ou qui sont approximatifs. Donc, on préfère éviter d'avancer des chiffres pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Il peut y avoir des bonnes surprises, tant mieux, mais parfois, Et pour pas qu'il aille chercher lui-même sans passer par vous. c'est difficile. Hein. Quand on ne connaît pas une personne, Ouais, de se c'est dire clair. quel était Bien son sûr. Ils patrimoine, peuvent vous faire parler. Ton Gérard. arrière-petit cousin, c'est pas évident. Et puis alors, pourquoi on ne peut pas donner la somme non plus? On a découvert une personne et puis on s'aperçoit qu'en réalité, elle avait des frères et sœurs, cette personne Bien qu'on ne sûr. connaissait même pas. Il ne va pas avoir 1 million, mais le c'est tiers d'un arrivé million. dans l'un de mes Donc, on ne dossiers, peut pas donner effectivement, de chiffres. où on arrivé, retrouvait ça. des héritiers. Moi, j'ai eu un dossier au début de ma carrière. Les héritiers étaient tous âgés de 90 ans. Et à chaque fois qu'on en retrouvait un,
le temps d'envoyer les papiers, le pauvre homme décédait en laissant lui-même des Le erreurs. pauvre, C'était difficile. C'est-à-dire, on Ouais, parlait ouais. des honoraires des généalogistes, on disait c'est pas réglementé vraiment aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a eu des abus par le passé quand même. Il y a Gérard. des abus dans toutes les professions. Il y a toujours des Ouais. gens dans n'importe quelle profession pour abuser de la situation. Même les avocats. Et alors, même chez les avocats, c'est rare, mais ça arrive. C'est vrai que quand on sait la somme que doit toucher une personne généralement et qu'elle ne le sait pas, il y a une situation d'inégalité. Et à cause de cela, la Cour de cassation, depuis 2018, exige que la commission corresponde au service rendu. C'est-à-dire, en clair, si en 3 semaines on a trouvé qui c'était, parce que c'était un cousin qui habitait la ville à côté, dans ce cas-là, ça ne mérite pas autant de pourcentage de commission que si on a eu un an de travail, comme on disait. Mais la charge de preuve, qui doit faire ça? Alors, le généalogiste justifie de Oui, son justifie. travail. S'il y a contestation au Toujours départ, au professionnel, la justifier de personne, sa normalement, peut diligence. négocier. On va dire, voilà, le généalogiste va dire, je vous demande 20%. Il peut dire, non, je ne suis pas d'accord, je veux 10, je veux 15. Finalement, on se met d'accord. Elle litige et ensuite, une fois que la personne a touché l'argent, généralement, c'est là où elle s'attaque au généalogiste en disant, c'est trop ce que je vais donner. Et c'est les tribunaux vérifient la réalité du travail. Il faut quand même préciser que sur 150 000 héritiers qui ont les bénéfices, le bénéfice de l'intervention d'un généalogie chaque année, il n'y a que 50 contentieux. Oui, c'est par très an. faible. Donc c'est peu. Et il y a contents, 30. quoi, les Non, mais gars. la plupart des gens sont contents. Et Oui. finalement, Ah oui. c'est une petite minorité qui va porter leur dossier devant un juge. Et il existe aussi un conciliateur, un médiateur. Bien sûr. Et il n'y a que 30 dossiers par an qui sont traités par le médiateur. Donc finalement, globalement, les héritiers sont contents. Et plutôt vous faites content, parfois ouais. des millionnaires, excuse-moi. Non, je t'en prie, Les vas-y. millionnaires, oui, ça existe. Oui, ça arrive. C'est-à-dire Ça qu'il y a fait- des c'est énormes un des plaisirs de surprises, notre quoi. métier, Oui. d'aller changer la vie de quelqu'un. Il y a un avant et un après l'intervention du généalogiste. Il y a quelques personnes qui décèdent, c'est rare, avec des fortunes que l'on va distribuer à Oh des là là. héritiers inconnus. Ça fait rêver. C'est mieux que l'auto, parce Ouais. que C'est l'auto, encore 100% mieux. des gagnants ont tenté leur chance. Oui, c'est Nous, ça. Ils n'ont même pas acheté de ticket. Ouais. Rien. Caroline nous dit, il y a peu, j'ai appris l'existence d'une tante de ma maman, mais à sa mort il y a 15 ans, personne n'est venu nous chercher et son héritage a été versé à l'État. Ai-je un moyen de me déclarer auprès de son notaire? Un Ben, héritier peut-être- tardif comme ben ça, oui, on parlait mais des 10 déjà, ans. peut-être que personne n'a été saisi, parce que le notaire, il ne s'auto-saisit pas, Eh oui. déjà, Maya. Et puis, au bout de 10 ans, malheureusement, c'est terminé. C'est ça. Ouais. On ne peut pas réclamer ça. Ben non, non, il y a une prescription. Au bout de 10 ans, la personne qui ne s'est pas manifestée est supposée avoir renoncé. Ça, c'est les effets pervers de la réforme de la prescription. Et est-ce que ça vous arrive que des personnes vous cachent l'existence d'un ou d'autres héritiers pour très pouvoir grave, ça. être totalement À telle enseigne, vous bénéficiaire? savez, le premier acte que vous signez chez le notaire lorsque vous êtes héritier, ça s'appelle l'acte de notoriété, que la plupart des notaires font sans recourir à un généalogiste, et qui est un acte à la fois tristement banal, mais très utile, parce qu'il dit, voilà, telle personne est décédée, et ses héritiers sont telle et telle personne. Et ces héritiers vont venir certifier sur l'honneur qu'à leur connaissance. Ouais. Il n'y a pas d'autres Eh oui. héritiers. À leur connaissance. Et donc, si par définition il y avait une omission volontaire, on ne leur demande pas d'être inspecteur gadget, on leur demande de ne pas mentir. S'il y a une omission volontaire, ils sont punis par là où on a péché, parce que la succession est prise et donnée à l'héritier qu'on appelle omis. Et ils sont doublement punis parce que du coup, ils doivent aussi supporter les dettes. Donc, Ah, c'est ce ça qu'on fait appelle le réfléchir. recel successoral. Et il y a eu des affaires comme ça qui se sont passées devant la Cour de cassation, où il y avait 5 frères et sœurs qui s'étaient mis d'accord, des héritiers issus d'un mariage, pour cacher l'existence de leur sœur qui était issue hors mariage. Donc le notaire ne pouvait Ouais. pas le savoir. Tout le monde s'est mis d'accord pour cacher au notaire rien qu'il y avait dire. une sœur à côté. Elle l'a appris, Dieu merci, et donc la succession lui a été remise Elle a- en C'est intégralité. C'est ça. Elle a tout eu. Voilà, c'est les Belle effets histoire. de ce qu'on appelle le recel Et successoral. d'ailleurs, pour vérifier parfois l'identité des personnes que vous trouvez, est-ce que ça vous arrive de faire appel à des tests ADN? Non, pas du tout. Nous, on s'intéresse à la vérité juridique. Heureusement, parce que parfois, on peut avoir oui. une filiation à l'égard d'une personne. Si on faisait des tests ADN, ce serait une autre filiation qui Eh oui. apparaîtrait. On est pour la paix des familles. Ah oui, oui. Ben, On ne sort pas et des on n'a actes pas de le droit, naissance. et on n'a pas le droit d'ailleurs de le faire, parce que la Cour de cassation a eu à plusieurs reprises à connaître de l'histoire, c'était en 2018 la dernière fois, et a refusé justement un test ADN à un héritier qui se prétendait légitime et auquel on a fermé les portes de l'analyse génétique, parce que la Cour de cassation a dit ça ne s'applique pas, les recherches génétiques ne s'appliquent pas à ce cas de recherche généalogique. Donc même si c'est quelqu'un qui est issu du défunt, eh bien si elle n'a pas été reconnue
nous n'arrive pas à prouver juridiquement sa qualité d'héritier, elle ne viendra pas à la succession. Pour terminer, on pourrait continuer encore longtemps parce que c'est passionnant comme sujet. Peut-être une histoire qui vous a vraiment, vous, particulièrement marqué dans votre carrière de généalogiste? Parmi les belles histoires, il y a ces personnes qui ont vécu dans des conditions difficiles, à qui on va apporter un héritage et ça va changer leur lendemain. Je suis allé au mois de décembre en Ukraine, rencontrer une personne qui touchait 60 € par mois et elle va hériter de 300 000 €. Donc imaginez, on n'est pas la bonne fée qui se penche sur un berceau, mais sur une existence un peu avancée. Il y a une certaine magie à aller apporter du bonheur à une personne et à une famille qui est derrière cette personne. Ouais, ça doit être assez extraordinaire. Touchant, ouais. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, c'était passionnant de vous écouter. Avant de clore ce dossier, on voulait vous annoncer une série documentaire sur les chasseurs d'héritiers qui sera diffusée prochainement sur France 3. Et si le sujet vous intéresse, on vous conseille également ce très bel ouvrage « Chasseurs d'héritiers ». C'est aux éditions Hachette où on relate certaines de vos plus belles affaires, Damien. C'est avec Caroline Nogueras-Flavini. Merci encore d'être venue sur le plateau. Merci à Anaïs Cadraon qui nous a aidé à préparer ce dossier.